Toutefois, il reste un deuxième argument avancé par le cognitiviste. Les émotions ressenties par les auditeurs à l'écoute d'une œuvre musicale expressive sont de simples associations personnelles, lesquelles ne sont pas pertinentes pour la compréhension de l'œuvre. Or, le fait que certaines expériences émotionnelles ne soient pas reliées logiquement à l'œuvre, au sens où elles sont inappropriées, n'implique pas la disqualification cognitive de toute émotion. Dès lors, de même que je dois, d'un point de vue moral, ressentir les émotions appropriées dans les situations adéquates, ne peut être indifférent aux personnes en détresse, être satisfait de faire une action vertueuse. Je dois cultiver mes émotions pour une expérience musicale complète. L'éducation d'un sens esthétique et capacité à répondre émotionnellement de manière appropriée aux objets possédant un fonctionnement esthétique est tout autant requise que celle d'un sens moral. La capacité d'être ému de manière appropriée se distingue à la fois de la sentimentalité, larmes de crocodile ou cœur d'artichaut, et de l'insensibilité, cœur de pierre ou cœur sec. C'est une vertu, un juste milieu entre deux vices par excès et par défaut. La notion de désintéressement revêt par là une toute autre signification que celle que lui accorde Kant. Cette notion n'a de sens si ce n'est comme réflexion rationnelle sur les réponses émotionnelles. Être désintéressé, c'est ressentir des émotions appropriées et non pas se déprendre de toute émotion. Par conséquent, la compréhension musicale en tant qu'elle suppose d'avoir des émotions appropriées permet de former nos dispositions émotionnelles. 1. L'éducation émotionnelle passe essentiellement par une habituation, avoir des émotions ajustées pour faire de nos dispositions émotionnelles des vertus. 2. La musique, et notamment la musique expressive, nécessite pour être comprise d'avoir des émotions ajustées. 3. Donc la musique fait partie intégrante de l'éducation émotionnelle. Émotion esthétique et rationalité. Pour autant, une objection majeure conteste cette conclusion. Il s'agit de mettre en cause la réalité et la logique des émotions esthétiques. Les émotions esthétiques sont-elles réellement des émotions? Vers quoi sont-elles dirigées? Comment pouvons-nous verser des larmes ou sauter de joie à l'écoute d'une œuvre musicale, tout en sachant que personne n'a souffert et qu'aucune bonne nouvelle n'a été annoncée? L'argument prend la forme suivante. 1. Les émotions ont pour condition nécessaire d'avoir un objet intentionnel et d'être causées par des croyances appropriées à propos de l'objet intentionnel. 2. Les émotions esthétiques ne satisferont pas ces deux conditions. 3. Donc, soit l'expérience émotionnelle esthétique n'est pas réelle, soit elle s'avère inconsistante, incohérente d'un point de vue logique. Une première manière de répondre à cette objection est de mettre en cause la deuxième prémisse. Les émotions esthétiques satisfont les deux conditions requises, en tant que ce sont des réponses émotionnelles empathiques. Selon Jennifer Robinson, une œuvre musicale expressive est l'expression de l'émotion expérimentée par un personnage construit par l'auditeur, ce qui peut être, mais n'est pas nécessairement l'artiste. Ainsi, les émotions esthétiques ne sont pas contradictoires et sont bien réelles. Elles sont dirigées vers les personnes fictives, lesquelles nous renvoient aux émotions réelles de personnes réelles. Toutefois, on peut douter de la nécessité de construire un protagoniste fictif pour rendre compte de la cohérence des émotions esthétiques. Imaginer un ou plusieurs personnages peut être un moyen plutôt qu'une condition nécessaire pour la compréhension de l'expression musicale des émotions. Des autres manières d'échapper à l'objection précédente consistent à dépasser la conclusion. Soit les émotions sont reconnues comme des quasi-émotions, c'est-à-dire des émotions imaginaires, nous sommes émus fictionnellement par une œuvre musicale et non des émotions réelles, soit les émotions esthétiques sont finalement des humeurs, sentiments dépourvus d'intentionnalité. Néanmoins, il n'est pas sûr que ces deux hypothèses nous laissent en meilleure posture que la précédente. Elles contournent l'objection sans y répondre. Dès lors, si on souscrit à la prémisse 1 du raisonnement selon laquelle pour être une émotion, un état mental doit intégrer une croyance, on doit conclure que les émotions esthétiques ne sont pas des émotions au sens strict ou qu'elles n'ont aucune consistance logique. La question de la réalité et de la cohérence épistémique des émotions esthétiques ne résout pas une théorie adéquate des émotions et donc par la révision de la prémisse 1, l'émotion esthétique est une émotion réelle et non contradictoire. C'est un sentiment dirigé vers un objet, l'œuvre musicale considérée. Le fait que je sois triste à l'écoute d'une œuvre musicale triste est lié logiquement au fait que cette œuvre musicale exemplifie métaphoriquement la propriété expressive qu'est la tristesse. L'émotion esthétique, de par son intentionnalité, être triste à l'écoute d'une œuvre musicale triste, diffère d'une simple humeur. Rester triste ensuite.
Ainsi, les émotions esthétiques ne sont pas logiquement contradictoires. D'autre part, l'argument consistant à montrer que les comportements caractéristiques de certaines émotions ne se manifestent pas à l'écoute d'une œuvre musicale échoue. Il confond de manière abusive l'idée d'élément paradigmatique d'une émotion et celle erronée de conditions nécessaires pour que l'état mental X compte comme une émotion. Si les émotions sont rendues intelligibles par une structure narrative complexe, séquence d'actions, traits de caractère, croyances, événements, il n'en reste pas moins qu'aucun élément de cette structure ne constitue une condition nécessaire à satisfaire pour dire que nous soyons émus. Du fait que je puisse être heureux à l'écoute d'une œuvre musicale, sans sauter de joie, il ne s'ensuit pas que je ne ressente pas de la joie. Par conséquent, l'argumentation suivante, laquelle la musique ne peut participer à l'éducation de nos émotions du fait de l'irréalité et de l'incohérence épistémique de nos émotions esthétiques, ne tient pas. Les émotions esthétiques, lesquelles sont des émotions réelles et logiquement consistantes, constituent un mode propre de la compréhension musicale, d'où la possibilité d'exercer et de former nos dispositions émotionnelles vers un émotivisme rationnel. Admettre que les émotions esthétiques doivent jouer un rôle cognitif, c'est supposer que ces émotions peuvent être évaluées en fonction de leur degré de rationalité. Une émotion est rationnelle si elle appréhende une propriété réelle, c'est-à-dire une propriété émotionnelle. Levinson dans Music, Art and Metaphysics. La justification d'une expérience émotionnelle dépend quant à elle de son insertion dans un réseau de raisons articulées de manière inférentielle. Considérons un exemple de la justification d'une expérience émotionnelle. L'Aria des variations Goldberg de Jean-Sébastien Bach 1742 qui exprime une forme de sérénité douce et profonde et appelle un plaisir calme et délicat. Ce qui importe pour l'aria étudié ici, c'est l'idée de la mélodie vocale. L'ambitus peu élevé, si ré en clé de sol et doux, il évite tout saut de notes important. De plus, l'écriture est très conjointe par la prédominance de l'intervalle de secondes. Les respirations qui installent un climat serein sont nombreuses et l'ornementation rend compte de la délicatesse du thème. L'aria se compose d'un thème en forme de sarabande. Une sarabande est une danse lente et grave d'origine espagnole, dont la métrique est 3-4 ou 3-2. Elle a pour caractéristique principale l'accentuation et la prolongation du second temps, ainsi que le développement de son ornementation. Sa structure générale est une forme binaire à reprise, forme typique de l'époque baroque. L'expression de la sérénité passe par une structure claire, pure et non troublée. La première partie A peut être subdivisée en deux parties, A1 et A2, de même que la deuxième, B1 et B2. La mélodie fonctionne elle-même sur deux mesures. Il y a une cadence parfaite, simple et tranquille qui ferme la mélodie et qui est précédée par une demi-cadence. L'animation mélodique dans la deuxième partie est très douce, l'accélération du rythme progressive permettant de mettre en valeur la cadence parfaite et la résolution de l'harmonie précédente. Le rythme de l'œuvre est calme, paisible, sans contraste violent. Par exemple, la basse s'anime puis s'apaise tout de suite. Dans tout le morceau, un processus de densification rythmique continue s'opère. Pas de changement brutal du point de vue du rythme, mais une multiplicité de variations des éléments rythmiques principaux. Deux grands principes mélodiques structurent l'œuvre: alpha, deux notes répétées à la première mesure, et sigma, deux notes courtes suivies d'une longue. Ces deux principes mélodiques présents tout au long de l'œuvre, sans discontinuité ou interruption, viennent se mélanger de manière harmonieuse à la fin de l'œuvre. La fin du morceau représente ce qui a été développé avant, présence des deux principes mélodiques, disparition de la tonalité mi mineur, caractère profondément cadentiel avec les accords à l'état fondamental, d'où une harmonie claire et simple, après un flou et des variations du point de vue de l'harmonie dans la deuxième partie surtout. Ce qui se dégage de l'analyse rapide de cette œuvre est une structure claire, simple, adoptant un principe de variation continue, lequel évite toute interruption, changement brutal ou discontinuité. Les raisons avancées ci-dessus et qui justifient le jugement esthétique, selon lequel cette œuvre musicale exprime une forme de sérénité douce et profonde, sont aussi les raisons qui justifient mon plaisir calme à l'écoute de cette œuvre. Les réponses émotionnelles, de même que les jugements esthétiques, peuvent donc être évalués en fonction de leur degré de rationalité, alors que l'expérience émotionnelle d'un plaisir calme et délicat est rationnelle.
Ajustées à l'œuvre musicale considérée, les émotions telles que l'angoisse profonde ou un plaisir intense et expansif ne sont pas appropriées. La détermination de la rationalité d'une expérience émotionnelle se distingue de celle de sa convenance, prudence ou de sa moralité. L'analyse critique des émotions d'un point de vue épistémologique prend en compte la taille et la forme de l'émotion. Une émotion est inappropriée du point de vue de la forme si l'objet en question ne possède pas la propriété émotionnelle supposée. Et même si une émotion est appropriée du point de vue de la forme, elle peut faire l'objet d'une critique en fonction de sa taille. Elle est soit ajustée de manière précise, soit disproportionnée, trop forte ou trop faible par rapport aux circonstances. La détermination du degré d'ajustement de l'expérience émotionnelle se fait à travers une comparaison entre la réponse actuelle de tel auditeur par rapport à telle œuvre et les réponses adéquates attendues par rapport à l'œuvre. Le caractère approprié d'une émotion esthétique est une question de correspondance entre la réponse émotionnelle de l'auditeur et l'émotion exprimée par l'œuvre. Un auditeur compétent répond correctement à l'œuvre musicale si sa réaction émotionnelle coïncide avec celle qu'aurait eue l'auditeur idéal. Une réponse émotionnelle d'un auditeur est appropriée si elle est similaire à la réponse attendue, appelée par les propriétés expressives de l'œuvre. Reste que parfois une divergence entre la réponse émotionnelle appelée par les traits expressifs de l'œuvre et la réponse émotionnelle finale méritée diffère. Soit le fonctionnement expressif de l'œuvre échoue, soit la réponse émotionnelle appelée n'est pas éthiquement désirable. Ainsi, l'expressivité d'une œuvre musicale requiert d'être appréhendée par une réponse émotionnelle ajustée. Cette émotion, soit consonante, soit contrastante, est appelée par les traits expressifs de l'œuvre. Les émotions esthétiques ajustées constituent une manière de comprendre la musique. Il ne s'agit pas de comprendre, puis d'être ému, mais plutôt de comprendre avec émotion. Or, la disposition à avoir des émotions ajustées requiert, comme je l'ai déjà dit, une habituation. C'est en répondant émotionnellement de manière appropriée que l'on devient vertueux, eu égard aux émotions. La musique est, en ce sens, une manière d'éduquer nos dispositions émotionnelles. En conclusion, cette analyse a tenté de mettre en évidence le rôle de la musique en vue de l'éducation de nos émotions, éducation essentielle à la connaissance. L'éducation des sentiments par la musique est double. Nous apprenons en portant attention au développement émotionnel d'une œuvre musicale expressive. Nous apprenons aussi en répondant émotionnellement et de manière ajustée aux œuvres musicales, et notamment aux propriétés expressives de certaines œuvres. Le processus d'écoute musicale est par lui-même éducatif. Lorsqu'un auditeur est situé dans des conditions d'écoute musicale adéquates, il peut 1. Acquérir des connaissances à propos des émotions, affiner les concepts émotionnels, 2. Réfléchir à propos de ses expériences émotionnelles quand il s'engage dans les transformations émotionnelles exprimées par l'œuvre, et enfin 3. Développer son aptitude à avoir des émotions ajustées. Or, ces trois aspects sont impliqués pour faire de nos dispositions émotionnelles des vertus. L'acquisition de la capacité à être ému de manière appropriée, vertu intellectuelle, suppose de multiplier les expériences émotionnelles ajustées et par là de réfléchir sur ce qu'est une émotion appropriée. C'est donc en ce sens qu'une des valeurs cognitives de la musique est qu'elle participe à l'éducation sentimentale. Gerald Levinson, l'interprétation vocale du jazz. En quoi consiste l'interprétation vocale d'un standard de jazz? Il est évident que le chanteur ne fera pas de discours à propos du standard en question. Il le chantera à sa façon, et ce faisant, il s'autorisera un certain nombre de libertés. Il saura s'éloigner des notes prescrites par la partition. Par contre, si le chanteur ne prend aucune liberté, il n'interprétera pas un standard de jazz au sens strict d'interprétation. Chanter un standard de jazz constitue un exemple d'interprétation performative et non pas critique de l'œuvre. Le chanteur de jazz interprète l'œuvre en question de manière performative, précisément en la chantant d'une façon particulière qu'il espère lui être propre. Quelles sont les dimensions importantes de l'interprétation vocale et donc performative d'un standard de jazz? Il est clair que les traits suivants sont cruciaux: le tempo, les altérations rythmiques, les variations mélodiques, les changements métriques, les modifications textuelles, les excisions, les additions, les interjections, les élaborations, le fait de chanter sur le temps ou au contraire d'anticiper le temps ou encore de retarder la phrase, les appoggiature, les glissando et autres ornementations vocales, les vocalises non verbales comme le scat, style vocal propre au jazz qui consiste à chanter sur des syllabes arbitraires et peu nombreuses ou à déformer les syllabes d'un texte chanté.
Quels sont les facteurs qui doivent être considérés afin de saisir le sens et le contenu d'une interprétation performative? Il faut bien entendu prendre en compte la spécificité de l'interprétation de l'œuvre faite par le chanteur, mais d'autres paramètres peuvent être identifiés. La version originale du standard telle qu'elle a été écrite par le compositeur, la façon habituelle d'interpréter ce standard dans le monde du jazz, l'identité du chanteur, c'est-à-dire son genre, féminin ou masculin, son âge, son origine, son orientation sexuelle, son apparence physique, ainsi que les éléments de son histoire personnelle, accessibles au public. En effet, il est évident que le facteur A joue un rôle important. Un auditeur dépourvu de toute connaissance à propos de la composition originale n'a pas les moyens de savoir ce que fait le chanteur de manière distinctive, ce qu'il ajoute, ce qu'il soustrait, ce qu'il modifie. Mais le facteur B est tout aussi pertinent. Les interprétations traditionnelles d'un standard de jazz ont une influence essentielle sur le chanteur. Donc si l'auditeur souhaite comprendre la version qu'il écoute, il se doit de garder à l'esprit cette tradition. En effet, si une interprétation vocale est un hommage à une version célèbre du standard, elle doit être considérée en tant que telle, c'est-à-dire en tant qu'interprétation respectueuse et fidèle, et non pas en tant qu'interprétation défectueuse, qui soit tente de plagier la version du standard la plus connue, soit l'ignore tout simplement. Il en est de même pour une interprétation parodiant une version célèbre du standard. Une parodie peut critiquer ou dévaloriser la version célèbre en question. Un hommage peut être servile ou créatif, mais quel que soit le cas, un auditeur ne peut comprendre une interprétation s'il ignore l'objet de l'hommage ou de la parodie. L'évaluation d'une performance musicale doit donc prendre en compte la version originale du standard, ainsi que les interprétations célèbres avec lesquelles le chanteur est apparemment familier. Par ailleurs, il est clair que la personnalité publique du chanteur est elle aussi pertinente, comme le démontre la chanson My Heart Belongs to Daddy de Cole Porter. La chanteuse y décrit son statut de femme entretenue par un homme fortuné, influent et plus âgé qu'elle. Le sexe de l'interprète influencera aussi l'évaluation de la performance. Si l'interprète est une jeune femme, les paroles sonneront de manière véridique, alors que si c'est un homme d'âge mûr et hétérosexuel, l'interprétation deviendra ironique. Chanté par un homosexuel, ce caractère ironique revêtira un tout autre aspect, et certaines de ces différences aspectuelles peuvent se manifester alors même que les qualités musicales des performances, les inflexions subtiles au niveau mélodique, rythmique et du timbre sont identiques.